Bonjour à toutes et à tous. À nouveau un grand plaisir de vous retrouver en direct à la fois sur les supports numériques de Paris-Normandie et puis sur les ondes de Radio Sensation depuis 3 jours, partenariat de diffusion avec cette radio au programme de ce 27e numéro de Lignes ouvertes sur PNTV. Nous ferons le point exceptionnellement en plateau avec le général Arvizet. Allez, on va dire simple, c'est le grand patron de la gendarmerie en Normandie. On va s'intéresser aussi à la logistique portuaire. On n'avait pas abordé encore ces sujets et on sera avec Gilles Kinot-Berger qui est le directeur général de Senalia, gros logisticien portuaire. Et puis vers 12h30, on sera en direct de New York avec Marina. Et puis Natacha Polony, vous la connaissez, vous la voyez souvent à la télé. Elle est la directrice de la rédaction du journal Marianne. Elle sera avec nous aux alentours de 12h40, 12h45. C'est le 27e numéro de Lignes ouvertes et on a grand plaisir à l'ouvrir avec vous. Bonjour Baptiste Leroux. Bonjour Sylvain. Écoutez, ça ne m'étonne pas de vous voir en plateau, puisqu'on a un général de gendarmerie, puisque vous êtes le journaliste responsable des sujets police-justice de Paris-Normandie. Bonjour mon général. Bonjour. Alors, évidemment, je laisse Baptiste officier, c'est normal. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je crois que c'est important aussi de donner la parole aux forces de l'ordre en cette période de confinement. Est-ce que vous pouvez... Les tendances, visiblement, de la délinquance sont plutôt à la baisse, si on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur. Qu'en est-il en Normandie, en zone de gendarmerie, sur votre ressort ? Alors effectivement, le coronavirus aura eu au moins un effet positif, c'est que le confinement a conduit à une baisse marquée de la délinquance. Elle est de l'ordre de 50% pour tout ce qui concerne les atteintes aux biens, elle est même de 60% pour ce qui concerne les cambriolages. Même si ces derniers jours, depuis le début de la semaine, on commence à ressentir quelques frémissements de réaugmentation. Sur quel type de délinquance ? Sur les cambriolages, justement, ce frémissement ? Oui, on commence à avoir quelques cambriolages sur les magasins, sur des résidences. Alors, quand il s'agit de résidences, c'est plus du cabanon de jardin inoccupé, évidemment, que la résidence principale qui, par définition, actuellement, est a priori occupée par ses occupants habituels. D'accord. Dans le même temps, on peut imaginer qu'avec le confinement, on a moins d'accidents de la circulation, moins d'accidents de voie publique. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi ? Oui, c'est un constat, effectivement. Il y a beaucoup moins de circulation. Donc, par définition, il y a moins d'accidents. On dénombre 45 accidents de moins en Normandie, là, sur le seul mois d'avril. 66 blessés de moins, ce qui est très positif. Malheureusement, la courbe des tués, elle ne suit pas tout à fait cette tendance, puisqu'on n'a qu'un tué de moins à l'heure où je vous parle sur le mois d'avril. Il est vrai qu'on note aussi des comportements irresponsables, des très grands excès de vitesse qui expliquent que malgré le peu de circulation, on continue à avoir des accidents mortels depuis maintenant 4 semaines. Mon général, hein, c'est bien. C'est bien comme ça. C'est Voilà. bien. Mon général, juste une précision, on vous l'a dit, mais je le répète, hein, on est en direct avec nos web spectateurs et les auditeurs. Donc la règle ici, c'est qu'ils peuvent aussi participer, ils peuvent questionner. Donc ne vous étonnez pas si par moment je reprends un peu la parole, je m'infiltre entre vos discussions à tous les deux. Ça sera pour répercuter ici sur le plateau des questions des internautes. Voilà, n'hésitez pas à questionner le général Arvizet. C'est pas tous les jours qu'on a sur le plateau le patron de la gendarmerie de Normandie. J'en profite pour dire bonjour à Patricia de Toulon, à Annie, à Audrey, à Isacris, à Nathalie, à Daniel et à Bérangère. Toujours important d'être très proche des internautes, mon général. Tout à fait, je vois qu'il y en a beaucoup et partout. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du confinement, mon général. Est-ce que pour vous, les Normands, c'est nos marins eurois, mais aussi les 3 autres départements, puisque vous couvrez les 5 départements, respectent-ils bien le confinement ? Est-ce que pour vous, les Normands sont respectueux ? Oui, alors d'une manière générale, et je ne parlerai que pour la zone gendarmerie, on observe un confinement globalement respecté. On n'a pas de difficultés majeures, mis à part quelques quartiers dans certaines zones. Pour autant, on a observé les premières semaines quelques difficultés sur les côtes. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont choisi de venir se confiner, souvent dans leur résidence secondaire en Normandie. Ils y avaient droit au départ. Ils y avaient droit et c'est parfaitement compréhensible puisque je crois me souvenir qu'on avait laissé le choix aux gens de se confiner et on leur avait laissé quelques heures pour faire ce choix. Donc beaucoup de Parisiens sont venus logiquement se confiner dans leur résidence secondaire plutôt que de rester à Paris. Et un certain nombre d'entre eux ont confondu confinement avec vacances, voire vacances estivales parce que le temps était aussi au rendez-vous. Et donc il nous a fallu faire la chasse aux estivants, entre guillemets, qui se croyaient en plein mois de juillet, en plein mois d'août, notamment du côté d'Étretat par exemple, ce qui m'a même conduit à réarticuler, à remettre en place
un poste à cheval de la garde républicaine, que traditionnellement, depuis 20 ans, on met en place tous les étés sur les falaises d'Étretat. Et compte tenu de l'affluence saisonnière qu'on avait fin mars, début avril, il a fallu le remettre en place pour empêcher notamment les gens d'envahir les plages avec bientôt la serviette de bain. Mon général, là on a une réaction d'un internaute, c'est Valérie, il nous dit « J'ai l'impression, je pense que les Normands jouent pas trop mal le jeu ». Il dit même « jouent bien le jeu ». Oui, c'est mon impression aussi. Alors sans rentrer dans les chiffres, dans le détail du nombre de verbalisations, je peux vous dire qu'entre le nombre de contrôles que l'on fait et le nombre de verbalisations, on voit bien que les Normands jouent le jeu et que quand ils se déplacent, en règle générale, c'est à bon escient. Et c'est muni évidemment des autorisations nécessaires. La grande crainte de l'autorité publique, judiciaire et même des forces de sécurité, ce sont les violences intrafamiliales, violences conjugales notamment. Est-ce que vous avez constaté sur les 5 départements une hausse de ce type de délinquance? Oui, on constate une hausse, même si je ne parlerai pas d'explosion. La véritable hausse que l'on constate, c'est plus les interventions à domicile. Effectivement, j'observe 80% d'interventions en plus à domicile, souvent en soirée, voire en début de nuit, depuis le début du mois d'avril. L'alcool joue un rôle important? Alors manifestement, dans ces interventions, l'alcool joue un rôle important parce qu'on intervient souvent dans des familles alcoolisées qui conduisent à des dérapages. Alors tantôt ce sont des dérapages verbaux, tantôt ce sont des dérapages que je qualifierais de physiques. Toutes ces interventions ne donnent pas lieu à des procédures judiciaires. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas une explosion des procédures judiciaires, parce qu'on est souvent, avant tout, et heureusement d'ailleurs, sur du dérapage verbal. Voilà. Des engueulades, pour le dire clairement, entre mari et femme, conjoints, entre enfants et parents qui ne savent plus comment gérer leurs jeunes ados et qui vont faire appel à la gendarmerie. Toutes ces affaires ne donnent pas nécessairement lieu à des procédures judiciaires. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre ça en relation avec le confinement? Je reste prudent, parce que comme on le disait, ça se fait souvent sur fond d'alcool. On a un mois d'avril très chaud, chacun le constate, et on retrouve des phénomènes qu'on retrouve classiquement d'habitude au mois de juin ou juillet quand il commence à faire chaud. Mon général, une question de Mathieu qui nous suit. Il nous demande s'il y a des contrôles également la nuit. Ah ben bien sûr, les contrôles, il y en a le jour, il y en a la nuit, il y a des patrouilles de jour, il y a des patrouilles de nuit. Bien sûr, on a un peu moins de monde engagé la nuit que le jour, ça va de soi, mais le but, c'est aussi de lutter contre les rassemblements de personnes, donc c'est plutôt la journée qu'on en a. Mais la nuit, on a de fortes chances de se faire contrôler, parce que pour le coup, moi-même, je circule la nuit et je vais voir mes unités, et je m'aperçois qu'il y a vraiment très très peu de monde, donc il y a une forte probabilité pour se faire contrôler quand on roule la nuit. On a eu écho, en fait, c'est lié au confinement aussi et au fait que les familles ne peuvent pas aller voir les détenus en centre de détention, de pas mal de parachutage, notamment à Saint-Thomas-Routot, à la prison de Saint-Thomas-Routot, qui est donc en zone gendarmerie, compétence gendarmerie. Donc Saint-Thomas-Routot, c'est près du Havre pour nos internautes. Comment vous expliquez ces parachutages? Comment vous luttez contre ces parachutages? Ces parachutages, clairement, hein, c'est un produit, alors c'est ou du produit stupéfiant ou des téléphones ou autres, qui sont mis dans une chaussette et jetés dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Comment vous luttez? Est-ce que vous constatez une recrudescence? Alors, déjà, les parachutages ne sont pas un phénomène nouveau. Ça fait 2 ans qu'ils vont crescendo, qu'on en observe régulièrement de plus en plus. En revanche, effectivement, depuis le début du confinement, sans doute lié à la fermeture des parloirs familles, on observe de plus en plus de parachutage sur ce centre de détention, mais on s'est donné les moyens de réagir contre ces parachutages. Depuis le début de la période de confinement, on compte une vingtaine d'interpellations de parachuteurs, entre guillemets, sur le centre de détention, enfin aux abords du centre de détention de Saint-Aubin-Routot. D'accord. Quelles ont été les suites judiciaires? Elles sont variables selon le profil, selon le fait que ce sont des personnes récidivistes en réitération. Beaucoup font l'objet de convocations en justice pour l'après-confinement. D'accord. Toujours priorité, mon général, aux internautes. On fait de la télévision interactive. Ce programme, je le dis souvent, on le fait ensemble. Et puis, c'est quand même rare que vous puissiez questionner tous les invités qu'on a. Et c'est pour cela qu'on fait ce programme. Voilà. Aujourd'hui, vous questionnez le général Arvizet. On vous demande, mon général, alors c'est les pseudos d'Internet, c'est Bécassine, qui nous dit... Ta cousine, peut-être? Non, ça n'est pas ma cousine. Mais peut-être que ça serait sympa. Elle est bretonne, elle n'est pas normande. C'est peut-être une bretonne normandisée, mon général. Donc, alors, Bécassine
nous demande, quand on veut dépanner une personne qui n'a pas le permis pour aller faire ses courses, première question, qu'est-ce qu'on coche comme motif, et puis de combien de temps dispose-t-on ? Bah écoutez, moi je ne vois qu'une solution, c'est que les deux personnes cochent la case comme quoi elles vont faire des courses. Donc le temps n'est pas limité en soi quand il s'agit d'aller faire les courses. Maintenant, il faudra que la personne qui conduit justifie quand même pourquoi ils sont deux et pourquoi elle conduit. Mais le gendarme aura vite fait de comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Bon, voilà. Donc, réponse très concrète, Bécassine, à votre question. On m'a déjà posé la même question et j'en profite. Quand on a une personne handicapée, évidemment qu'une personne handicapée, il faut quelqu'un pour la conduire dans la plupart des cas et qu'on peut conduire une personne handicapée qui va faire ses courses. C'est même souhaitable. Bon, on peut imaginer, mon général, que les forces de l'ordre, dans des cas qui ne sont pas... Parce que c'est très difficile de tout prévoir quand on a 5-6 cases à cocher. Voilà, tout à fait. On peut faire confiance quand même, j'imagine, aux forces de l'ordre mais bien sûr, faire preuve de discernement. Ces 5 cases, tous les cas de la vie pratique doivent rentrer dans ces 5 cases. Donc si on n'a pas coché la bonne, mais qu'on explique ensuite de quoi il s'agit, le gendarme est là pour faire du bon sens, il fait preuve de discernement, et comme je vous le disais, au final, on ne verbalise pas pour le plaisir, on verbalise des excès. Est-ce qu'on peut être à deux ? Tiens, quelqu'un nous demande, est-ce qu'on peut être à deux dans une voiture ? Il n'est pas formellement interdit d'être à deux dans une voiture, d'autant plus que par ailleurs, on ne cesse d'encourager le covoiturage, dès lors que les deux personnes ont une bonne raison de circuler dans un but qui est un but avoué et légitime. Et réglementaire. Et bien sûr, voilà. En général, vous dirigez 4000 militaires, 1500 réservistes. Le Covid touche tout le monde. Est-ce que vos personnels ont été touchés par le Covid ? Ah, évidemment, si l'uniforme de gendarmerie protégeait contre le Covid, je crois que tout le monde en porterait. Non, c'est une boutade. Donc il nous concerne comme les autres. On n'a pas plus de moyens ni moins de moyens de protection que le reste de la population. Donc on respecte nous aussi les gestes barrières, c'est une évidence. Et on a essayé surtout de les appliquer à notre métier. Parce que pendant tout le confinement, nous ne sommes pas restés confinés, comme chacun le comprendra. Il nous fallait trouver un moyen de continuer à travailler tout en se protégeant. Est-ce que vous avez fermé des brigades ? Est-ce que vous avez changé les horaires des brigades justement pour s'adapter au Covid et en même temps à la délinquance ? D'une manière générale, sauf cas particulier, on a fermé très peu d'accueil de public et quand on l'a fait, c'était de manière temporaire. J'ai pas souhaité regrouper l'accueil du public en des lieux plus concentrés parce que c'est pas forcément le meilleur moyen de se protéger les uns les autres contre le Covid. Donc toutes nos brigades de proximité, sauf exception, sont restées ouvertes pendant la période. Mon général, on a Michel qui est un peu taquin. Là, il vous taquine, il vous dit, et les gendarmes, ils sont combien dans leur voiture ? Mais là, c'est juste... Eh bien, en principe, on a reçu pour consigne de faire des patrouilles à deux, plutôt alors ça peut toujours souffrir d'exceptions, voilà, mais plutôt des patrouilles à deux, de façon à limiter au strict minimum la contamination. Et on est même allé plus loin. On essaye de garder les mêmes binômes, jour après jour, de façon à ce que s'il y a une contamination, elle soit circonscrite à 2 personnes et non à toute une équipe. Et puis, mon général, on nous demande également, sur les réseaux qui nous écoutent, y aura-t-il des opérations spéciales de contrôle pour les jours fériés de mai ? De même qu'il y en a eu pour chaque week-end de départ en vacances, enfin ce qui aurait dû être un départ en vacances, mais ce qui ne devait pas l'être, il y en aura évidemment pour les ponts du 1er et du 8 mai, puisque le confinement ne sera pas terminé. J'imagine, là, il y en a qui nous suivent, qui en profitent pour se faire leurs petites infos, parce qu'on a le général. J'allais vous dégrader, mon général, c'est pas grave, vous me rajeunissez. Je vous rajeunis. Oui, et puis Nathalie nous demande, est-ce que vous avez des masques ? Alors, nous avons des masques. Est-ce que vous les utilisez ? Alors, nous les utilisons pas. Oui, nous les utilisons, mais nous ne le portons pas systématiquement. Nous le portons quand on estime être confronté à un danger particulier, intervention en milieu familial, intervention sur une personne où il y a une suspicion. Dans ces cas-là, nous avons des stocks de masques et nous les utilisons, mais nous ne portons pas systématiquement le masque. Il faut savoir d'ailleurs que nous avions des stocks assez importants de masques FFP2 en début de crise, que nous avions conservé dans nos états-majors, dans nos magasins, et que la gendarmerie en a remis 1 200 000 au personnel sanitaire. D'accord. Particularité quand même des militaires et donc des gendarmes, vous vivez en caserne, vos familles vivent en caserne, comment vous gérez quand même cette distanciation sociale où votre voisin de palier et votre collègue au-dessus, en dessous, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez mis des choses en place ? Oui, bien sûr. Dans nos casernes, le problème est le même que dans un immeuble, dans une copropriété. Donc il nous a fallu réglementer, réguler la vie dans nos casernes avec les familles qui elles-mêmes sont confinées. Alors ces casernes, elles sont à la fois un risque et un avantage.
Le risque, c'est qu'il y a toute une population avec les familles qui y vit. L'avantage, c'est que le gendarme vit dans son logement attenant souvent au bureau et que donc il limite forcément ses contacts et ses sorties. Il n'a pas à faire 50 km pour aller prendre son service avec les risques d'importer ou d'exporter le Covid si lui-même a été en contact avec le Covid. Oui, donc je saisis la balle au bon. Hein. Merci Baptiste de me laisser quelques instants la parole à nouveau pour vous faire passer, mon général, des réactions de nos internautes. On a Jonathan qui nous dit, il croit avoir remarqué qu'il y avait beaucoup de représentants des forces de l'ordre, est-ce que c'est police, gendarmerie, j'en sais rien, qui ne portent pas de gants. Bah écoutez, les gants c'est pareil, au même titre que les masques, on porte des gants quand la situation nous paraît le justifier. S'agissant des contrôles que l'on fait, et on en fait beaucoup hein, sur la route, on évite de toute façon d'avoir un contact direct avec l'automobiliste, avec le conducteur. Bien souvent, on l'invite, et il le fait souvent même de lui-même, à présenter ses documents à travers une vitre, ou alors son portable maintenant que c'est possible, ce qui de toute façon limite le contact tactile d'une part, donc le problème de gants il se règle de lui-même, et ce qui évite aussi les problèmes de masque, puisqu'il y a une vitre entre nous. On le sait, les forces de l'ordre, depuis un certain nombre de mois, on ne va pas rappeler les actualités qu'on a tous connues, ont été fortement sollicitées. Il y a quelques fois eu des baisses de morale. Et là, chez nos web spectateurs, on nous demande quel est le moral des troupes chez vous actuellement. Globalement, le moral est bon. Après cette période de sidération qui a concerné tous les citoyens, et nous aussi, puisqu'on a totalement dû réorganiser notre service quotidien au moment du confinement, nous nous sommes réorganisés, nous nous sommes mis en ordre de bataille pour gagner cette guerre. Et aujourd'hui, le moral dans les unités est bon, les gens ont trouvé leur marque. Ce sont des missions différentes, mais tout va bien. Bon, Baptiste, il est sympa, il me laisse encore une question des internautes. On a Maxime, mon général, qui nous demande si je sors acheter des cigarettes, est-ce que c'est considéré comme un achat de première nécessité ? Bah écoutez, je crois que dans notre population, certains considèrent que la cigarette est de première nécessité pour vivre ou survivre. Donc oui, dans la mesure où de toute façon les bureaux de tabac ont été maintenus ouverts. Donc par cohérence, si les bureaux de tabac ont été maintenus ouverts, je vois mal comment on pourrait interdire aux personnes d'aller acheter du tabac. Et puis vous avez vu, hein, les dernières infos nous disent que peut-être... faut être prudent quand même. Il faut être prudent. Mais non, mais là je le dis un peu en clin d'œil, mais peut-être que ce qu'il y a dans les cigarettes... La nicotine pourrait éventuellement protéger. Mais au-delà de savoir si le paquet de cigarettes est un produit de première nécessité, si j'avais à passer un message, c'est d'inviter chacun à regrouper ses achats. On trouve quand même encore un certain nombre de personnes qui vont sortir 3 fois dans la même journée pour 3 achats qui étaient sans doute des achats justifiés, mais qui auraient pu être faits en même temps. Et c'est plutôt là qu'il faut agir. Alors mon général, on vous garderait bien encore, parce que là on se sent rassuré, hein, tout va bien, on a un général de gendarmerie avec nous, c'est confortable. Alors je me permets une dernière question, je voudrais parler du 119. Hein. Le 119, c'est le numéro du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. J'ai un chiffre, hein, je ne sais pas si vous le confirmez, il y aurait plus 99%, forte augmentation, des appels en relation avec l'enfance en danger. Alors, je n'ai pas le chiffre de l'enfance en danger. Moi, je vous confirme qu'effectivement, nous avons plus d'interventions en milieu familial. Vous le disiez tout à l'heure. Voilà, je compte 650 interventions en milieu familial depuis le 1er avril. Et dans ces 650, il y en a un tiers qui concerne non pas des problèmes de conjoints, mais des problèmes avec les enfants. De là à vous dire qu'ils sont tous en danger, ce n'est pas mon propos, mais effectivement, on a quelques cas comme ça. Très bien, merci beaucoup, mon général, merci beaucoup, Baptiste. Merci. Voilà, on a fait un point très concret, hein, très pratique et très concret. On peut imaginer d'ailleurs que vous repassiez peut-être d'ici 8-10 jours. C'est quand vous voulez, c'est avec grand plaisir. Sachant que par ailleurs, nous avons une page Facebook dans chaque groupement et dans celui de la Seine-Maritime où on répond aussi en direct à des questions, donc on continuera à le faire. Très bien, merci, mon général. Merci et bonne journée. Et puis on vous passe quelques images. Regardez bien, là il s'agit d'économie. C'est un cuisiniste, hein, c'est quelque chose de concret, là encore. On est allé lui tendre le micro parce que lui, il a le moral. Il a déjà plusieurs magasins du côté de Caen et il est en train de faire des travaux pour en ouvrir un dans la zone de Rouen. Lui, il a le moral. Hein. On donne aussi la parole à des gens qui ont le moral. Regardez. Nous sommes cuisinistes. Nous avons 3 magasins qui sont déjà en activité sur la région. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture de notre prochain magasin sur la région rouennaise, plus exactement à Grand-Quevilly. Nous, aujourd'hui, on a vraiment ce désir de continuer à avancer. Le Covid, effectivement, aujourd'hui,
ennuie un peu tout le monde, mais on a ce désir d'évoluer, de continuer à avancer, et puis le Covid s'arrêtera, et il faudra bien que la vie reprenne à un moment. Alors l'entreprise, effectivement, elle subit aussi tous les assauts de cet arrêt de productivité, puisqu'effectivement nos magasins aujourd'hui sont tous fermés, interdiction de recevoir du public. Effectivement, on a un peu les reins solides, mais on profite aussi de toutes les aides de l'État qui nous ont permis de continuer notre activité avec une belle espérance pour l'avenir, en fait. Oui, aujourd'hui j'ai de l'espoir au fond des yeux, bien entendu. Pour nous, entrepreneurs, ne pas imaginer l'avenir, ce serait vraiment un gros problème, aussi bien pour nous que pour toute la communauté. Aujourd'hui, nous sommes là pour développer. Encore une fois, nous sommes face à un problème très important, mais l'avenir doit nous diriger. Aujourd'hui, les points les plus ennuyants pour nous, effectivement, ce sont la fermeture des magasins, mais ce que l'on peut tout à fait comprendre vu le climat social et sanitaire. Le vrai souci aujourd'hui, c'est vraiment pour nous de circuler et de pouvoir continuer à poser des cuisines. Soyons honnêtes, sans poser de cuisine, pas de rentrée de trésorerie, et bien entendu, c'est ce qui affecte la trésorerie, qui va affecter bien sûr le redémarrage par la suite. Les points positifs, c'est qu'aujourd'hui le marché commence à repartir, c'est-à-dire que nos fournisseurs de matières premières commencent vraiment à réactiver leurs services, et nous pouvons commencer à repartir sur une activité plus normal. Aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus, c'est vraiment la pause des cuisines. Mon ressenti pour l'avenir, c'est qu'une réouverture au 11 mai des commerces nous aiderait et nous inciterait à aller encore plus loin dans la remise en service de nos activités. Aujourd'hui, je suis quand même dans l'attente des réalités. Le 11 mai, on aura une vraie vision de ce qui va se passer pour l'avenir. Le redémarrage des magasins, des commerces, même autres que les magasins de cuisine, va peut-être être compliqué. Encore une fois, les citoyens français et autres sont dans une sinistrose, malheureusement. Ce que l'on comprend, ce Covid, il a fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, on est quand même là pour avancer. Donc c'est vrai que l'avenir, on le voit beau, difficile, mais on est là pour avancer. Et sans nos commerces aujourd'hui, quels qu'ils soient, la vie sera difficile à reprendre. Donc aujourd'hui, c'est une action à la fois des consommateurs et des commerçants, main dans la main, pour que l'on puisse avancer qui est nécessaire. Aujourd'hui, si j'avais un message à passer à nos dirigeants, ça serait tout simplement de nous aider à réactiver le commerce et la vie en général, que tous nos concitoyens soient le mieux protégés, que nous, commerçants, nous protégions nos salariés avec tous les moyens possibles, mais la vie doit reprendre. Un pays ne peut pas rester à l'arrêt. Voilà mon avis. Nous nous retrouvons en plateau, nous sommes en direct comme chaque jour de 12h à 13h sur Facebook Paris-Normandie, également sur les ondes de Radio Sensation. Et je voudrais vous donner une précision. Si vous avez essayé d'aller, et vous êtes nombreux à le faire, puisque je crois qu'il y a 7 millions de visiteurs uniques chaque mois, si vous êtes allé depuis hier soir tard ou ce matin sur le site Paris-Normandie, vous constatez une inaccessibilité au site. En fait, il y a un problème technique et voilà, je vous donne l'info. Les équipes sont au plus près pour travailler à la restauration de ce site. En attendant, je vous précise que le feuilletage reste disponible en libre accès. Et nous sommes avec Gilles Kindle-Berger, en saluant également Thomas Dubois et Anthony Quindroy. Bonjour. Messieurs, vous succédez à un général de gendarmerie. Et à ça fait toute chose. Oui, si on m'avait dit ça un jour. Très ému. Très ému. Alors, Gilles Kindle-Berger, vous êtes avec nous. Bonjour. 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 À tous. Bonjour. Donc effectivement, je le dis toujours, ce sont les grands silos et pas seulement que l'on voit à côté du pont Flaubert à Rouen, puisque vous occupez un grand nombre de sites sur une grande distance sur la vallée de la Seine. C'était intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que jusqu'à présent, depuis 27 numéros de Lignes Ouvertes, on n'avait pas encore abordé les problèmes portuaires. Et puis on a parlé des boulangers, on a parlé du pain, et vous traitez de la céréale. Et puis, vous avez eu aussi des initiatives solidaires. Voilà, on va parler de tout ça. D'abord, comment ça va le métier qui consiste à collecter des céréales, des matières premières, les stocker dans des silos et ensuite les faire repartir dans des bateaux de haute mer? Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Je dirais par rapport à la question que vous me posez, je dirais que paradoxalement, tout va très très bien au niveau de l'exportation des céréales françaises et plus particulièrement à Rouen.
principalement dû à plusieurs phénomènes. Premièrement, la qualité des céréales cette année était excellente et en quantité excédentaire. Comme à l'accoutumée, nous avons procédé à l'exportation de céréales vers des pays qui en ont cruellement besoin, et principalement l'Afrique du Nord et la côte ouest de l'Afrique pour ce qui concerne les blés. Ce qui veut dire que vous avez réussi. On travaille à plein temps, et je dirais dans une activité qui est très très soutenue, puisque on va battre sur le port de Rouen certainement encore un record cette année avec une exportation céréalière qui va dépasser les 9 millions de tonnes. Et pour ce qui concerne Senalia, donc l'entreprise que j'ai vraiment le plaisir de diriger, eh bien on va dépasser les records aussi, puisqu'on devrait faire aux alentours de 5 200 000 tonnes à 5 400 000 tonnes d'exportation de céréales. Ce qui veut dire que vous avez réussi à... Question de Thomas Dubois. Ce qui veut dire que vous avez réussi à mettre une organisation en place qui n'a pas... Vous n'avez pas... Finalement, vos effectifs n'ont pas souffert des mesures de sécurité. Je dirais qu'on a mis aussitôt, donc dès le 17 mars, toutes les mesures de précaution qu'il fallait mettre en place et qui nous étaient, je dirais, de façon impérieuse demandées par le gouvernement, à savoir les gestes barrières, premièrement, des gels hydroalcooliques pour les personnes qui ne sont pas en capacité de se laver les mains dans les postes qu'ils occupent, par exemple conduite de grue ou dans des postes isolés. Et puis aussi beaucoup de prévention sur, et c'était les points majeurs, le réfectoire par exemple et les vestiaires, puisque les gens se fréquentent, et donc on a mis toute une procédure en place justement pour ne pas qu'il y ait plusieurs personnes en même temps dans ces locaux. Et au-delà de ça, je dirais que tout se passe très très bien. On a une partie du personnel bien évidemment qui est en télétravail, parce que ça ne sert à rien non plus de créer des risques et des psychoses inutiles. Et je dirais que personnellement, moi qui n'étais pas très très chaud sur le télétravail parce qu'on ne l'avait jamais pratiqué dans l'entreprise, j'avoue que ça se passe pas trop mal. On a une grande vigilance par rapport à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont chez eux, parce que ce qu'on a l'habitude d'appeler télétravail n'est pas du télétravail tel qu'il se pratique aujourd'hui. J'imagine que les personnes qui sont en télétravail avec des enfants autour d'eux, oui, parfois même en couple, tous les deux en télétravail, ça n'a pas du tout la même portée que les gens qui sont en télétravail à longueur d'année ou quelques jours par semaine. Gilles Quinault-Berger, très rapidement, si vous pouvez répondre assez vite et de manière peu technique, grand public. On a deux questions là qui se suivent sur tous ceux qui nous regardent. Le prix des céréales, quel niveau? Et puis on nous demande également, c'est Maxime qui nous demande, est-ce qu'il faut prévoir des hausses de prix? Alors, le prix des céréales est assez élevé parce qu'il y a une demande au niveau mondial, qu'il y a aussi une baisse du prix du pétrole, donc qui influe aussi sur toute cette problématique. Donc, le prix des céréales a eu une tension, il est aux alentours de 200 € la tonne à peu près. Est-ce qu'on va avoir une augmentation des prix pour le consommateur il était à combien avant la crise? Il était à combien le prix de la tonne? Il était à 170 €, donc on a eu à peu près une trentaine d'euros d'augmentation du cours. Voilà. Est-ce que ça peut impacter... Après, une augmentation sur la consommation française? Non, je ne crois pas, parce que même si on dit qu'il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui beaucoup de cuisine du fait que les cantines soient fermées, etc., il n'en demeure pas moins que la baisse de la consommation de blé en France a été significative. Il n'y a plus de restauration, donc on ne fabrique plus de pain dans les restaurants. Il n'y a plus d'hôtellerie, on ne fabrique plus de croissants, etc. Donc il y a une baisse de la consommation de la farine en France. Donc je ne crois pas à une augmentation du prix du kilo de farine de façon immédiate dans les supermarchés. Donc ni du prix du pain et des pâtes? Non, pas du tout. Question? Oui, concrètement, la situation, elle peut tenir combien de temps comme ça? Parce que là, vous dites que vous allez finalement battre des nouveaux records, mais au bout d'un moment, la production, si le confinement est maintenu, risque d'être impactée. Donc, comment vous envisagez les prochaines semaines? Alors, on a donc le secteur agricole est déclaré secteur prioritaire, donc tant au niveau de la logistique amont, c'est-à-dire les camions, les trains et les péniches, tout fonctionne correctement, qu'au niveau de l'activité portuaire, donc le remorquage, le lamanage, toutes les activités qui tournent autour de l'escale d'un navire tournent de façon satisfaisante, y compris la manutention. Donc en termes d'activité portuaire, il n'y a pas d'impact majeur pour l'instant. Après, au mois de juin, la campagne s'arrête, c'est-à-dire qu'on va vers une nouvelle récolte. Et là, c'est les champs
qui sont en train de pousser, les blés, les orges qui sont dans les champs qui sont en train de pousser, qui vont nous faire la campagne prochaine. Et là, il n'y a aucun lien de cause à effet avec le Covid-19, mais il y aura certainement et fort probablement une baisse de la production céréalière l'année prochaine, notamment due au fait des conditions climatiques que nous avons vécues, notamment durant tout l'hiver, avec un surcroît de pluviométrie. Et on voit bien, pour ceux qui ont eu la chance de traverser encore les champs récemment, que la culture n'est pas dans une bonne condition telle qu'on l'a connue l'année dernière. Donc il y aura une baisse de production, mais qui n'a rien à voir avec la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Vous parliez des pays, des besoins qu'ont d'autres pays en ce moment. Vers qui exportez-vous? Et est-ce que, à terme, le fait que ce soit une pandémie, donc une crise internationale, ça puisse quand même pas jouer un jour dans les rapports, dans les transports de marchandises? Gilles Kinderberger, si vous pouvez être assez bref, et je vous en remercie parce que derrière on a le docteur Burel qui lui a très peu de temps. Merci beaucoup. On exporte principalement aujourd'hui sur l'Afrique du Nord. C'est un axe majeur parce que, couplé à la pandémie, il ne faudrait pas qu'on crée des famines. Il y a un certain nombre de décès qui sont dus à la pandémie, mais il y a beaucoup plus de gens qui meurent chaque année de la famine. Et ce que l'on craint surtout, c'est cette carence qu'il puisse y avoir, notamment sur les pays d'Afrique du Nord. Couplé au problème de la baisse du prix du pétrole, vous l'avez bien vu, avec un baril aux alentours de 12 à 18 $, les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à payer la tonne de blé à l'importation. Et on demande, notamment au travers des interprofessions, à ce que le gouvernement français vienne soutenir les achats des pays étrangers, justement pour ne pas créer des famines sur les pays d'importation. Gilles Kinderberger, est-ce qu'on peut faire question courte, réponse très courte? Je suis exigeant. Guillaume nous demande, est-ce que vous allez pérenniser le télétravail chez Senalia? Oui, non? Il y a une forte probabilité, mais en fonction du desiderata, surtout des collaborateurs. D'accord. Autre question, avez-vous dû licencier? Non. Nous, comme nous sommes secteur prioritaire, nous n'avons pas pu mettre en place le travail à temps partiel. Et il n'est pas du tout question que nous licencions qui que ce soit dans l'entreprise. Donc il n'y a pas eu de chômage partiel? Pas de chômage partiel chez Senalia, pas du tout. Voilà, eh bien, écoutez, merci, vous répondez de manière très précise aux questions de nos internautes. Messieurs, on a fait le tour avec Gilles Kinderberger. Oh, on pourrait rester des heures. Mais... Voilà, on avait encore beaucoup de questions, Gilles Kinderberger, mais encore une fois, les secondes nous entraînent vers la suite du programme. Merci. Très bien, merci beaucoup, bonne journée à vous tous. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous et effectivement, soyez prudents. Merci beaucoup. Nous allons établir le contact avec le docteur Burel. Vous qui êtes avec nous, qui nous suivez ou qui venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que nous allons faire un petit point rapide avec le docteur Burel, qui est le médecin de PNTV. Ensuite, nous irons à New York rencontrer Marina, ça sera en direct. Pour Marina, il sera 6h30 du matin, à peine plus. Et puis, juste après Marina, eh bien, on sera avec l'ex-chroniqueuse télé, ou même la chroniqueuse télé, et puis la directrice de la rédaction du magazine Marianne. On sera avec Natacha Polony. Pour l'instant, nous attendons la connexion avec le docteur Burel que nous avons maintenant. Bonjour, docteur Burel. Bonjour. Vous nous manquiez là depuis 2-3 jours. Vous nous avez laissé tomber, à moins que ça ne soit l'inverse d'ailleurs, à moins que ça ne soit nous. Comment allez-vous? Vous avez changé d'angle. Écoutez, ça va un peu bousculer, mais ça va. Bon, très bien. Et on fait un point très rapide. On voulait vous avoir, là, c'est une petite pastille. On voulait avoir un peu votre sentiment, votre feeling du moment. 2-3 infos que vous avez à nous communiquer avant de partir pour New York. Enfin, nous, pas vous. Même pas nous, d'ailleurs. Je ne pars pas pour New York, non, il n'y a rien de prévu dans ce domaine-là. Excusez-moi, je suis avec une consoeur généraliste, là, un petit peu. Les infos, ce qui a été assez intéressant, moi je trouve dans les infos Covid de la journée, c'est les statistiques d'épidémiologie du cluster du collège de la région de l'Oise, là, qui est quand même assez intéressant, puisqu'on a vu que finalement beaucoup de jeunes avaient été touchés, que leurs familles étaient très peu touchées alors que l'épidémie a eu lieu avant qu'on sache que c'était du coronavirus et qu'il n'y avait pas de mesures de protection. Et finalement, ils se rendent compte que l'immunité a très peu diffusé dans cette population, malgré l'importance des personnes touchées dans ce collège. Ça, je trouve que vraiment, c'est une information intéressante parce que d'une part, on se rend compte que les gens sont peu immunisés, même quand il y a eu un cluster important, et puis que deuxièmement, dans les familles, il y a eu quand même relativement peu de contamination. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'on constate que finalement, on croirait que c'est la concentration dans l'atmosphère, dans une zone bien précise, dans un cluster de gens qui sont tout le temps regroupés ensemble, qui
fait la contamination. Et voilà, avec ce qui déterminait là sur le Loise, c'est qu'on nous dit depuis le départ de l'épidémie que la contamination a un rho de 3 à 4, c'est-à-dire 3-4 fois supérieur à celui de la grippe, et que là, ça serait inférieur à 1. Question d'Anthony. Docteur Burel, on parle beaucoup là, ces derniers jours de la nicotine. Alors, on disait en début d'épidémie que le tabac pouvait être un facteur aggravant. Là, on nous dit que la nicotine, les fumeurs sont peut-être moins touchés. Alors, c'est pas une incitation aux gens, c'est pas une invitation pour que les gens aillent fumer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, avoir votre regard de médecin là-dessus? J'ai vu comme vous les hypothèses. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus. L'hypothèse qui serait de fait confirmée que les fumeurs seraient un peu moins touchés, c'est que la nicotine serait... Mais c'est pas sûr encore que ça soit la nicotine. Disons que le tabac, et on ne sait pas encore quelle substance, pourrait peut-être être un inhibiteur de la réplication du Covid, mais c'est pas encore certain. Mais ce que vous constatez, moi je l'ai dit au départ, je me disais que comme les atteintes étaient essentiellement respiratoires, attention aux fumeurs, et puis finalement on se rend compte que les fumeurs sont pas finalement les plus touchés, quoi. L'obésité ou la surcharge pondérale et les facteurs d'insuffisance cardiaque sont beaucoup plus des facteurs à risque que le tabagisme. Thomas. Docteur Burel, qu'est-ce que vous pensez de l'annonce qui a été faite de la réouverture des écoles progressives? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Ça va dans le bon sens? On avait abordé cette question la semaine dernière. Moi, je pense que de toute façon, encore une fois, là, je parlais des statistiques qu'ils venaient de faire sur la contagiosité dans le collège de l'Oise. Je pense qu'il faut reprendre une vie normale avec des mesures barrières. On ne va pas arrêter la société pendant des années. De toute façon, on ne pourra pas vivre autrement. Et les gamins confinés actuellement, c'est ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent s'occuper d'eux, eh bien, ils ne vont pas prendre trop de retard. Mais l'éducation, surtout dans les milieux défavorisés, c'est quand même très important. Donc, moi, non, je ne fais pas partie de ces médecins, et notamment du président du Conseil de l'Ordre des médecins qui s'est opposé à l'ouverture des écoles. Moi, je pense qu'il faut y aller, quoi. Bien, très bien. Docteur Burel, il est 12h40, certainement à votre montre et à la nôtre. Vous nous aviez demandé de vous libérer à 40, il est 40. Je vous remercie, Sylvain, à la prochaine fois. Merci. Voilà, écoutez, à très vite, puisque vous êtes le médecin consultant de PNTV, Docteur Burel. Merci, à très bientôt. Tiens, je voulais lui parler aussi de quelque chose. Je voulais lui parler de l'argile, mais j'ai pas eu le temps, j'ai respecté son... Vous avez bien fait de ne pas poser la question. Ah bon? Vous êtes toujours là? Alors, attendez, est-ce que l'argile, parce que on peut lire ici ou là, moi j'ai vu pas mal de choses sortir là-dessus, comme quoi l'argile pourrait avoir des vertus thérapeutiques s'agissant du Covid. En 2 mots, et puis vous vous sauvez. Alors, aucune idée sur le sujet. J'ai devant moi une de mes consoeurs généralistes qui me dit j'ai pas aucune idée sur le sujet non plus. Bon, et puis dernière chose, allez, j'en profite. Il y a Chantal qui nous demande est-ce que le Covid peut atteindre le cerveau? Manifestement, il n'a pas atteint le vôtre, docteur. Ça fonctionne bien. Non, mais a priori, je n'ai pas eu le Covid et peut-être que ça me ferait du bien, je ne sais pas. Au niveau non, mais sérieusement, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur le cerveau? Non, je ne crois pas. Enfin, il y a des réactions immunitaires, mais je ne crois pas jusqu'à présent. Il n'y a pas de très bien. Allez, on vous laisse filer. Hein. À très bientôt. À très bientôt, ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argile? Cette histoire d'argile, vous n'ignorez pas, et ça n'est pas des choses de rebouteux, que l'argile, parce qu'elle est très riche en sels minéraux de toutes sortes, en fait, possède des vertus assez intéressantes. Hein. Par exemple, vous coupez, vous mettez de l'argile, un cataplasme d'argile, vous verrez, moi je l'ai déjà constaté plein de fois, la cicatrisation est beaucoup plus rapide, par exemple, tout simplement parce que tout ce qui est contenu dans l'argile, en fait, favorise la reconstruction des tissus. Il faudrait penser à vous inviter demain. Voilà, on vous prendra en Skype demain. Vous me prendrez en Skype demain pour parler de l'argile. Voilà, donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Peut-être qu'il travaillera le sujet pour la prochaine fois. En attendant, nous sommes en train d'allumer les turboréacteurs pour partir sur New York avec un atterrissage vers Brooklyn. Et nous sommes avec Marina, messieurs. Hello. Bonjour. Marina. Hello Marina, comment ça va? Hello. How are you? How are you this morning? Hi. Fine. Do you speak French, Marina? Bon, alors donc, on est dans un appartement de Brooklyn. Elle s'appelle Marina. Tout à l'heure, elle nous montrera la vue qu'elle a depuis son 21e étage, vue sur Manhattan Sud. Donc, Marina, celles et ceux qui nous suivent, et puis nous, ici, on a à cœur de savoir comment se passe la vie concrète. Allez, des exemples, des illustrations. Comment ça va à New York? En sachant que la ville de New York a été très, très touchée. Ouais. C'est ça, en fait, à New York, du fait de la densité, du fait que les personnes prennent beaucoup les transports en commun. Tout le monde prend les transports en commun pour aller au travail.
eh bien, il y a une forte proximité et nous sommes donc confinés. Alors, c'est un stay-at-home order, un ordre de rester à la maison, mais si vous êtes dans la rue, la police ne va pas vous demander, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas d'autorisation préalable, et en vérité, c'est basé sur la bonne volonté de chacun. Mais cependant, il y a vraiment très, très peu de personnes dans les rues. Je pense, selon bien sûr les quartiers, c'est toujours pareil. Il y a des endroits où les personnes sont plus raisonnables. Vu d'ici, la situation aux États-Unis, elle paraît quand même assez confuse, avec un président qui demande plutôt aux gens de sortir. Ça varie selon les États. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous confirmez en tout cas cette confusion qui règne aujourd'hui sur la gestion de l'épidémie aux États-Unis? Ben, disons, c'est le principe de l'État fédéral. Les États sont indépendants et prennent leurs décisions de façon indépendante, sachant que sur des points d'intérêt général, d'intérêt fédéral, ils doivent respecter ou se mettre d'accord ensemble avec une politique générale. Sur le fait de l'épidémie ou de l'avancée de l'épidémie, apparemment, il y a une dissonance évidente, mais peut-être aussi parce que tous les États ne sont pas dans la même situation. L'État de New York, en effet, est très touché du fait de sa densité, surtout sur les zones urbaines. Alors, l'État de New York a mis des mesures beaucoup plus strictes que d'autres États, par exemple, très ruraux. Marina, on nous demande comment vous faites vos courses au quotidien? Alors, à New York. En fait, on a toute liberté pour faire ses courses. Les petits supermarchés sont ouverts. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'ici, la plupart des gens ne font quasiment pas de courses, d'ailleurs ne font pas de cuisine. Je connais plein de personnes qui, dans mon immeuble, tout le monde a une cuisine, mais il y a plein de personnes qui n'ont même pas une casserole ou une poêle pour se faire à manger, parce que c'est bien connu, tout le monde prend du take-out. Donc tout le monde achète en rentrant du travail, même en partant le matin prendre leur petit déjeuner, ils achètent le petit déjeuner to go. Et le soir, en rentrant, ils achètent leur dîner et ils ne font jamais, enfin, ils font rarement à manger. Question de Thomas. Alors Oui, question de Thomas. Oui, j'avais une question très personnelle, mais en même temps, je crois que je ne suis pas le seul probablement à partager. Je suis censé aller à New York au mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que d'ici là, la situation sera... Je sais que vous n'avez pas les cartes en main, mais à votre avis, est-ce que vous pensez que d'ici octobre, la situation sera redevenue à peu près normale? Pour l'instant, les vols sont bloqués, enfin il n'y a pas de vol. Donc les compagnies aériennes, certainement, si vous pouvez réserver pour octobre, ça veut certainement dire qu'il y a peut-être... J'ai réservé à longtemps, c'était avant la crise. Oui, voilà. Donc pour l'instant, les vols sont arrêtés, mais le tourisme, en particulier à New York, est tellement vital à l'activité économique qu'on peut espérer que dès que possible, il le rouvre. Voilà, aussi. Alors, mais sinon, pour le quotidien, donc... on ne peut plus, les petits délis et les petits magasins... Les petits délis à New York. Qui vendaient à manger tout près, sont en fait fermés. Ils ne peuvent pas recevoir, on ne peut pas y entrer et s'y asseoir, mais ils ont tous mis une sorte de petite fenêtre et on peut toujours acheter à manger to go. Donc il y a quand même des précautions qui sont prises dans les magasins. En fait, seuls les supermarchés et les pharmacies sont ouvertes. Ce qu'ils appellent les pharmacies, vous savez, les pharmacies ici, elles offrent un service étendu et des produits variés. Ils sont ouverts, mais c'est les seuls magasins qui sont, les seuls types de magasins ouverts, Anthony, en effet. Marina, on nous demande, pourriez-vous, si vous le souhaitiez, rentrer en France, ou êtes-vous en quelque sorte, je reprends la formule de notre internaute, assigné à résidence? Bon, moi je suis résident permanent, donc je reste ici, mais tous les touristes et différentes personnes aussi qui travaillent sur visa ou qui avaient un statut différent qui fait qu'ils souhaitaient rentrer en France ont pu rentrer en France. Il y a 3 vols Air France par semaine, mais qui sont en fait organisés par le consulat. On doit demander une autorisation, expliquer sa situation. Est-ce qu'il y a des masques dans la rue? Les gens portent des masques? Alors oui, en effet, depuis peu, tout le monde porte des masques. On en trouve dans des magasins. On commence à en trouver un peu partout. Au début, c'était à des prix prohibitifs, du type $3 pièce, enfin $2,99 ou $3,99,
je crois que ça vaut peut-être entre 20 et 50 centimes. Et maintenant, on en trouve à des prix plus raisonnables. Et d'ailleurs, même hier, des policiers dans notre quartier en distribuaient dans la rue. Marina, je relais une question, oui, un commentaire, une information qui est portée à notre connaissance et à votre connaissance par un internaute qui nous suit. Une Américaine aurait été testée coronavirus, elle aurait bénéficié d'une procédure de test et on lui aurait, et là ça fait référence aussi au système de santé américain qui est très différent du nôtre, on lui aurait réclamé 35 000 $. Alors ça, peut-être deux éléments pour nous dire que le système de santé est très différent, la protection sociale aussi, bien sûr. Le système de santé, basiquement, il est privé. Donc, en gros, il n'y a pas de sécurité sociale, c'est-à-dire il n'y a pas de principe où tout le monde cotise un peu pour tout le monde. Chacun, en gros, cotise pour soi s'il le veut. Il a donc la liberté de pas payer pas payer pour les autres et pas payer pour une assurance. L'internaute nous précise que la source en est le magazine Challenge. On peut voir, Marina, la vue de votre appartement du 21e étage à Brooklyn, puisque je l'ai promise à tous ceux qui nous suivent. Que j'ai compris, sinon pour l'assurance, parce que moi-même, je suis assurancie auprès de ma propre assurance, c'est que en fait, pour tous les frais d'hospitalisation, etc., qui sont liés au coronavirus, c'est pas payant. Et l'État fédéral a bien dit que ce serait gratuit pour tout le monde. Mais en fait, tous les tests et tout ce qui est de laboratoire et tout ce qui n'est pas hospitalisation, en fait, ces labos-là envoient des factures. Voilà. Allez, on est en train de bouger dans l'appartement du 21e étage à Brooklyn et puis Marina va nous faire le plaisir de nous montrer la vue qu'elle a depuis ce 21e étage. Marina, votre métier, puisqu'on nous posait la question, votre métier c'est quoi pendant que vous nous montrez la vue? En fait, moi je suis directrice d'une école maternelle bilingue. À New York. Allez, voilà. Évidemment, alors merci, on voit la vue. Bien sûr, la vue, elle est intéressante pour ceux qui nous suivent sur Facebook Paris Normandie. Et évidemment, là, ce petit moment est moins intéressant pour les auditeurs de Radio Sensation auxquels je pense, puisqu'ils n'ont bien sûr que le son. Alors, je peux décrire ce qu'on voit. On voit la pointe sud de Manhattan, on voit au loin la Statue de la Liberté. Et Anthony pose une question. Les écoles rouvrent... Il y a une date de réouverture pour les écoles à New York? Les écoles oui. sont... Ah non, les écoles sont fermées. Mais est-ce qu'il y a une date de réouverture? On parle, dans l'État de New York, c'est septembre. Mais moi, dans mon école, on a par exemple une activité à la fois maternelle et daycare, c'est-à-dire crèche. Et pour cela, on espère peut-être pouvoir ouvrir début juin. Bon, en tout cas, Marina, avec cette vue, vous nous donnez envie d'aller à New York, évidemment. Je vois que ça faisait envie à Thomas. Oui, un très joli rooftop. Là, il y avait des canapés, non? C'est ça? Oui, il y avait un rooftop avec des canapés, oui. Exactement. Oui, c'est amusant. Les toits sont toujours aménagés. Oui. En fait, ici, même une télé. Ils pourraient vous regarder. Ah oui, là, on voit un rooftop avec des canapés, avec une télévision, tout ça en plein air. Effectivement, il y a une vie en l'air à New York. Oui. Merci beaucoup, Marina. Oui, des toits sur lesquels les gens font leur jogging le soir puisqu'ils sont confinés. Merci Marina, c'était très très sympa d'accepter de vous lever tôt. Je vois que voilà, il est 7h moins 10 actuellement à New York du matin, mais vous êtes passé par la salle de bain et tout est nickel. C'était pour nous très sympa de le faire. Merci, ciao. Merci. C'est un plaisir et bonjour à la Normandie. Ici, tout le monde respecte beaucoup la Normandie. C'est bien, formidable. Avec les jeunes gens, vous avez dans les cimetières canadiens, les Canadiens et les Américains dans les cimetières. Merci Marina. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir. Bye bye. Allez, au revoir. Voilà. Écoutez, ça fait du bien comme ça de voyager sur la planète. Ouais. Et puis alors demain, Anthony, grâce à vous, dites-nous où on ira en direct. Alors demain, sous réserve de confirmation, mais nous devrions être en Californie, du côté de Santa Barbara. Santa Barbara, en Californie. Avec le correspondant permanent de Paris-Normandie en Californie, Stéphane Cunier. Très bien. Et donc, on fera un petit saut de 5000 km entre New York et Santa Barbara. Il sera très tôt chez lui. Ce sera la nuit. Ce sera la nuit. On devrait l'avoir vers 12h45 ici, donc environ 3h45 pour lui. Donc, voilà. Et on va continuer, parce que c'est sympa, c'est intéressant. On va continuer ces petits sauts sur la planète comme ça. Et nous irons bientôt, je crois, au Japon. Ça sera la semaine prochaine. Et puis, on continuera comme ça à passer de pays en pays. Et pour l'instant, je vois qu'apparaît sur nos écrans de contrôle Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, c'est intéressant, c'est une journaliste qui dialogue avec des journalistes, avec aussi tous les internautes qui nous suivent, puisque je le répète, vous êtes la directrice de rédaction, entre autres choses, du magazine Marianne. Peut-être intéressant de vous demander quel genre de ligne éditoriale vous avez choisi actuellement pour traiter de tous ces problèmes relatifs à la crise. Nous, en fait, à Marianne, on essaye de traiter les choses en les replaçant dans un contexte, c'est-à-dire non seulement essayer de suivre au jour le jour tout ce qui apparaît, tout ce qu'on découvre à travers le coronavirus, mais aussi la crise économique qui va s'en suivre, mais on essaye toujours d'expliquer à nos lecteurs ce que ça peut donner, comment on pourrait faire, comment on aurait pu faire autrement. Par exemple, là, dans Marianne qui sortira demain, on a fait une sur qui va payer. Et on se demande, en gros, face à une crise qui est absolument majeure, qui va faire des dégâts terrifiants, eh bien, qui doit renflouer l'État, qui doit être mis à contribution. Il y a différentes options dans l'histoire. Il y a eu des crises où on s'est servi de l'inflation, donc ce sont les épargnants qui ont payé. Il y en a d'autres où on peut essayer de faire payer les marchés financiers, mais ça, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. Il y a évidemment très souvent les petites PME qui payent, et puis parfois c'est rare quand même qu'on fasse appel directement aux contribuables, c'est arrivé dans l'histoire. Et puis les grands patrons, Roosevelt par exemple, avec le New Deal, a taxé très fortement les grands patrons. L'impôt sur le revenu avait un taux marginal qui est monté jusqu'à 90%. Donc on peut le faire. Et la presse en pâtit aussi de cette crise aujourd'hui. Quelles sont les répercussions sur Marianne? Alors je vais vous dire très franchement, en fait non. La presse n'en pâtit pas forcément. En tout cas, nous, à Marianne, on vend même plus que d'habitude, bien qu'il y ait des points de vente qui soient fermés. Mais c'est vrai qu'alors on essaye, nous, vraiment de soutenir depuis des années les kiosquiers, et la crise de la vente de la presse, elle est là depuis longtemps. Mais là, en cette période de crise, eh bien, les lecteurs, en tout cas nos lecteurs, ils ont envie de lire, ils ont envie d'être informés. Et non seulement les ventes papier augmentent, mais les ventes numériques, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas trouver leur journal dans un kiosque, augmentent aussi. Je pense qu'il y a un gros appétit de savoir, de pensée, de réflexion et surtout de débat démocratique. Et c'est ça qui se ressent dans les chiffres. Natacha, Thomas va vous poser une question, mais juste avant, je vais vous faire plaisir. Réaction de Lara qui nous suit, qui nous dit « Très heureuse de vous voir en direct, Natacha Polony, je vous adore ». Voilà, ça fait plaisir. Oh, c'est gentil comme tout. Merci. Thomas Dubois. Natacha Polony, on avait ici même, à la même heure, à votre place, Laurent Ruquier, que vous connaissez bien. Oui. Il déplorait un petit peu, le côté très anxiogène et un peu presque trop catastrophiste de l'information. Et il essayait justement un petit peu de s'en détacher. Est-ce que vous avez l'impression de participer à ça? Est-ce que vous-même, vous estimez que les médias sont peut-être trop anxiogènes en ce moment? Alors, moi, je ne me pose jamais la question en termes de anxiogène ou pas anxiogène, pessimiste ou optimiste. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les médias aident à penser? Après, ce sont les individus, les citoyens qui décident s'ils veulent s'angoisser, s'ils ont envie de penser les choses différemment. Moi, j'ai tendance à penser que l'information, ça aide à vivre bien les choses. C'est pas en cachant les choses qu'on va rassurer les gens. D'ailleurs, on voit bien la colère qu'il y a de la part de certains citoyens du fait qu'ils aient l'impression que le gouvernement, à un moment donné, leur a caché des choses, leur a caché la pénurie de masques, la pénurie de tests. Ils auraient préféré qu'on leur parle comme à des adultes. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut expliquer que tout est catastrophique ou qu'il faut critiquer par principe. Il faut essayer encore une fois de penser les choses, parfois s'amuser aussi. Nous, on a fait des plutôt drôle. Par exemple, sur notre site, un quiz, votre couple survivra-t-il au déconfinement, qui était pour se marrer, en fait, bien sûr. Là, on a différentes autres choses. Et puis l'évasion, surtout. On a, par exemple, une magnifique série sur notre site internet et régulière dans le papier. Ça s'appelle Le Fou des mots. Ce sont des écrivains qui prennent un mot et qui nous le qui pensent autour de ce mot, qui rêvent autour de ce mot, et c'est magnifique. Et donc ça, c'est pas de l'angoisse, c'est du bonheur. Et quel est votre avis, vous, sur la gestion de cette crise? On imagine qu'il y a forcément des polémiques qui vont forcément arriver dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous en avez sous le coude, d'ailleurs? Alors, il faut faire la différence, je pense, entre là où il y a débat, mais débat parce qu'on ne peut pas trancher, là où il y a un débat où il faut trancher, même si on est dans l'incertitude,
et là où il y a sujet à critique. Vous voyez, il faut avoir tous les degrés. Par exemple, nous avons critiqué à Marianne la gestion du discours sur les masques et les tests. Le discours parce qu'on a menti aux citoyens et c'est un problème. Et ensuite, la gestion même à long terme sur ces questions-là, c'est-à-dire que ça fait des années que Marianne alerte sur la désindustrialisation. On en voit aujourd'hui les conséquences. Donc là, on est dans la critique. Après, on a par exemple, là aussi demain, dans les kiosques, Marianne aura un dossier intéressant sur la question de la vérité en science. Est-ce que réellement il existe une vérité ? On voit depuis le début de cette crise que les médecins, les experts ne sont pas d'accord entre eux et qu'ils s'écharpent. Ça veut donc dire que nous, citoyens, nous n'avons pas les armes en main pour savoir où est la vérité. Et la question, c'est de savoir s'il y a une vérité. Gaston Bachelard disait « la vérité, ça n'est que le résultat d'une série d'erreurs ». Eh bien, on s'en aperçoit aujourd'hui et là, pour le coup, il faut rester extrêmement prudent et nuancé sur les questions scientifiques et médicales. Vous voyez, il y a différentes façons de prendre les choses. Dernière question, Natacha Polony, elle est traditionnelle, on la pose un peu à tous nos invités, la façon dont on l'entend aussi beaucoup sur les autres médias, mais ça nous intéresse toujours, la façon dont vous vivez votre confinement, vous-même, en famille. On dit beaucoup que les uns les autres, on se redécouvre aussi avec aussi ce confinement qu'on a aussi avec nous-mêmes. Ça se passe comment pour vous ? Alors écoutez, je fais partie de ceux qui donc télétravaillent et avec 3 enfants qui, eux, sont à l'école. Donc, se redécouvrir soi-même quand on doit télétravailler, ce qui demande encore plus de boulot que le travail normal, plus les 3 enfants à gérer, j'ai un énorme doute. Alors après, moi, je suis plutôt d'un naturel, j'allais dire, contemplatif, c'est-à-dire que j'aime me poser, couper absolument, c'est-à-dire que le week-end soit extrêmement différent de la semaine, qu'il y ait des moments où je peux rester à vraiment contempler autour de moi, ne rien faire. Donc, j'essaye justement de préserver ça. Mais de fait, le confinement, c'est pas un retour sur soi pour tout le monde. Et encore, moi, j'ai des conditions qui sont meilleures que d'autres gens. Donc, je pense à tous ceux qui ont vraiment des conditions difficiles. Ça peut parfois être dur. Eh bien, un grand merci, Natacha Polony, d'être passée par le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Et on vous fait un petit coucou pour la suite de ce confinement, comme à tous ceux qu'on reçoit sur ce plateau. Au revoir, à bientôt. Et puis, il est temps de quitter tous nos amis qui nous suivent sur les ondes de Radio Sensation. Eh bien, on leur fait un petit bye-bye. On leur dit de bien rester chez eux, de prendre du bon temps, si cela est possible. Et puis, on les retrouve demain à la même heure, midi, sur le plateau de Lignes Ouvertes. À bientôt, à demain. Et puis, on termine maintenant pour tous ceux qui sont sur Facebook Paris-Normandie avec le magicien Draco qui va nous retrouver puisque c'est traditionnel, il vient le mardi et le jeudi. Tiens, on n'a pas fait, pendant que Draco arrive, profitons-en, peut-être Anthony, 2 mots sur la une, puisque c'est une petite séquence traditionnelle dans Lignes Ouvertes, la une de Paris-Normandie d'aujourd'hui, rescapé du Covid, témoignage. Oui, tout à fait, on est revenu en fait sur ces personnes qui ont été frappées par la maladie et qui ont dû réapprendre tous les gestes du quotidien, qui sont passés par une phase d'hospitalisation. Je vois que Draco rentre, essaie de ne pas faire de bruit, mais vous pouvez, rentrer, Draco. Donc voilà, tout un dossier. Merci avec Thomas. des témoignages Thomas Dubois nous quitte. Merci, à très vite. À bientôt. Je veux un plan sur Thomas qui dit au revoir. Redites au revoir Thomas. À bientôt, à très vite. Voilà, très bien. Bonne journée à tous, restez chez vous. Voilà, merci. Et puis attention, distanciation sociale, on se croise à 1 mètre, messieurs. Et Draco, le magicien des temps modernes, arrive sur le magicien confiné, déconfiné. Exactement. Mais pas en déconfiture. Pas encore. Alors, vous nous faites plaisir comment, Draco, aujourd'hui ? Alors, je vous ai amené une petite vidéo pour vous apprendre un tour. Le jeudi, à chaque fois, j'arrive avec une petite vidéo pour transmettre la magie aux gens qui sont confinés chez eux, donc qui vont pouvoir apprendre un équilibre impossible, qui va devenir possible grâce à la magie. Voilà. On regarde et puis on vous retrouve juste après. Avec plaisir.
bien, chers amis, voici donc l'explication de ce tour incroyable que vous allez pouvoir refaire à la maison. Vous aurez besoin d'un verre avec un petit peu d'eau et d'une carte à jouer. Un gobelet en plastique fera l'affaire sans problème, ou un gobelet en carton. Le secret n'est pas dans le verre ni dans le liquide qui est à l'intérieur du verre qui est de l'eau, mais dans la carte à jouer. La carte à jouer est un peu spéciale. Elle ressemble en tout point à une carte à jouer tout à fait ordinaire, sauf qu'à l'arrière, chers amis, il y a un petit volet. Oupla! Comment fabriquer cette carte? C'est simple, vous prenez 2 cartes à jouer, celle qui va être collée à l'arrière, en fait vous la pliez en 2, vous marquez bien le pli, comme ceci, pour que ça vous donne un petit volet qui peut se refermer pour montrer une carte tout à fait ordinaire. Il faut que la carte soit bien à la verticale, même limite un petit peu penchée vers l'arrière. Vous voyez, pas trop parce que sinon on voit par en dessous. Hop, tac, voilà. Donc là le volet est ouvert, ma carte est ainsi. Bientôt. Et donc le verre va venir reposer en équilibre comme ceci, sur le petit volet. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et ensuite vous reprenez le verre et avec votre pouce, vous allez refermer le petit volet. Paf, je vous montre de côté. Hop, le verre est ainsi. Quand vous reprenez le verre avec une main, avec l'autre main, vous refermez le volet. Et là, vous pouvez montrer les deux. Posez la carte à plat avec l'ouverture du volet vers vous, comme ceci. Voilà. Vous posez la carte, vous posez le verre dessus et le tour est joué. Entraînez-vous bien. Bonne magie à vous et à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Où est-ce que vous avez trouvé cette petite musique, Draco? C'est une musique libre de droit. Ça s'appelle Jeune et entraînant. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, alors maintenant, là on avait Draco à l'image enregistrée, là on a Draco en vrai. C'est encore mieux. Voilà. Et aujourd'hui je vous propose un jeu, Sylvain. On va jouer avec le hasard. Alors déjà je suis ravi parce que j'ai de la chance moi en général, et j'ai la chance d'avoir vu Natacha Polony dans votre émission. Je suis fan. Donc, ça vous fait plaisir? Ah oui, je suis vraiment fan. Donc un vrai cadeau pour moi. Et là vous avez 3 enveloppes, la numéro 3, la numéro 2, la numéro 1. Dans chacune de ces enveloppes, Sylvain, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est mieux que les autres. Dans l'une de ces enveloppes, je ne peux pas vous dire laquelle, mais vous allez faire un choix. Oui. Donc vous allez devoir choisir l'une de ces 3 enveloppes. C'est vous qui décidez. Est-ce qu'il y a un chiffre déjà parmi ces 3 propositions qui vous plaît plus qu'un autre? Oui, oui, puisque vous me demandez d'en choisir un. Mais j'essaye peut-être de vous influencer. Non, j'ai choisi un chiffre. Alors, je vous dis juste avant que vous me disiez que les dernières fois que j'ai fait ce tour, le gros lot était dans l'enveloppe numéro 2. Après, vous faites ce que vous voulez. J'essaye comme ça de vous influencer. Vous prendriez laquelle alors? Je peux le dire là. Oui, vous pouvez le dire. Oui. J'aurais pris la 3. C'est vrai? Vous voulez pas la 2, vous êtes sûr? La 3. Et vous avez le droit d'en choisir une deuxième. Et la dernière, elle sera pour moi. C'est vous qui décidez. Il m'a pas influencé du tout. Hein. Je suis pas du tout influencé. Tiens, je vais pas me laisser faire par le magicien qui veut m'influencer. Je vais prendre la 1. La 1. Donc vous me laissez la 2. La 2 pour moi. Alors, on va vérifier dans la 1. Je vais déchirer comme ça. Et à l'intérieur de la 1, il y a un petit papier. Alors on va vérifier ce que vous avez gagné. Sylvain, vous avez gagné, attention, 2 places pour le show de Draco après déconfinement. Ah, ça me fait plaisir. Ça c'est un premier cadeau. Et le deuxième cadeau? Non, mais attendez, il faut me donner le papier. Parce oui, pardon. Je le prends à un autre endroit que celui où vous l'avez pris. Ça a été désinfecté. Voilà, j'ai bien 2 places pour le show de Draco après. Je travaille avec des gants et des pinces à la maison. Vous travaillez avec des pinces, monseigneur? Voilà, exactement. Et alors, le deuxième cadeau, Sylvain, vous avez gagné, hop, le temps que je déplie, attention, vous avez gagné 1 an de masque de beauté. Voilà, ça fait un deuxième cadeau. 1 an de masque de beauté. Alors, vous n'avez pas voulu prendre la numéro 2? Bah non, s'il y avait quoi, le voyage à Los Angeles? On va vérifier, mais alors, attendez, le temps que ça s'ouvre, décidément. C'est un papier, mais alors qui n'est pas de la même couleur. Excusez-moi, je me mets qu'on voit bien l'antenne. C'est un papier d'une autre couleur. Ouais. Alors attendez, je vérifie. C'est dommage, Sylvain. Ouais, vous auriez pu gagner le gros lot. Le gros lot de 100 €. Et pourtant, je vous avais prévenu. Hein, je vous ai dit, c'est la 2 à chaque fois qu'il gagne le gros lot. Oui. Et vous pourrez faire 1 an de masque et puis venir voir le spectacle quand on sera déconfiné avec grand plaisir. Mais je crois que, Draco, je vous soupçonne de bien me connaître et de savoir comment j'allais réagir. Comme je suis quelqu'un qui a un peu l'esprit de contradiction par moment, vous saviez que je n'allais pas me laisser faire. Peut-être que j'avais prédit tout ça. Peut-être. Voilà. Alors, je peux vous faire une dernière prédiction, Sylvain. Oui. Je vous prédis une très belle journée. Ça vous va? Ça vous va. Écoutez, il fait beau, c'est déjà ça. Merci, c'était Draco, le magicien, et qui nous revient. Si vous l'aimez, si vous l'adorez, vous le retrouverez ici en plateau tous les mardis et tous les jeudis en fin de notre émission Lignes Ouvertes. Et puis le soir, si les gens sont là, 21h. Alors, refaites votre promo. Alors, tous les soirs en direct à 21h sur Facebook. Voilà, on fait des jeux, on se marre, il y a de la magie, de l'humour, tout ce qu'il faut. Voilà, le magicien qui a de l'humour, c'est Draco. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On était à nouveau très heureux d'être avec vous, de vous informer et puis aussi que vous communiquiez avec nous. Ça nous fait très plaisir. On se retrouve demain, vendredi, à midi. Même plateau et puis même horaire. Voilà, portez-vous bien et faites attention. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique ciné. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un film juste avec 3 mots. Ces 3 mots sont cours Forrest, cours. Vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle Forrest Gump. Il passe ce soir à 20h50 sur la chaîne 41 sur Paris Première. C'est l'histoire de Forrest, un jeune homme très simple d'esprit. Would you like a chocolate?
Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. Et il vit aussi une vie pleine d'embûches. Malgré ça, Forrest arrive quand même à les surmonter. Son handicap d'être simple ne le freine absolument pas, bien au contraire, lui permet de faire des choses extraordinaires. Déjà, avec une de ses capacités, c'est de courir très vite. Hey, stupid! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America Team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Cette histoire, c'est Forrest qui nous la raconte directement, assis sur un banc. On passe des rires aux larmes. On souhaite tous, en tant que spectateurs, que Forrest réussisse, trouve l'amour de sa vie. À côté de cette histoire du personnage de Forrest, il y a aussi finalement l'histoire de l'Amérique qui le marque forcément avec la guerre du Vietnam qui vient marquer un gros épisode dans le film. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que ce film vous plaira. On vous dit à très bientôt dans la rubrique ciné et je vous souhaite un très bon visionnage.